Bonsoir, bonne rupture de jeûne et merci de recevoir ce 19h45 de la télévision Labari. Nous sommes dans le premier arrondissement communal de Niamey. Restons-y pour visiter l'ancienne carrière du quartier Koubia qui refait parler d'elle. Une carrière devenue un dépotoir et déversoir qui rend la vie difficile à ses riverains. Le constat est de Adamou Soumana et Nasser Seydou. Ayant jadis servi de carrière dans laquelle étaient sortis des briques qui ont permis la construction de plusieurs maisons, voire quartiers de la capitale, ces lieux devenus désormais des potoirs sauvages constituent le calvaire des habitants riverains. D'abord, c'est la fumée qui nous embête. Quand le vent tourne et que c'est dans le sens où ça vient dans nos maisons, on respire mal. Si c'est la nuit, on dort mal. On est obligé de fermer portes, fenêtres, vitrées. Nous qui avons les moyens même de mettre les portes vitrées, ceux qui n'en ont pas les moyens, ils souffrent plus que nous. Les mouches dans la journée, les plastiques, on peut balayer 2, 3, 4 fois dans la journée. Ça, c'est ce matin. Hier matin que j'ai balayé. Aujourd'hui, c'est encore dans cet état. Et les bennes qui amènent les déchets, c'est 24 heures sur 24. Une situation qui n'est sans conséquence sur la santé de ces riverains. Vraiment, nos enfants souffrent, sans compter les maladies respiratoires. Parce que moi, personnellement, j'ai eu un enfant qui est tombé malade. Personnellement, j'ai dépensé plus d'1 million dans mon propre compte, sans que l'État ne m'aide, parce que je n'ai pas de prise en charge, je ne suis pas fonctionnaire. Dans mon propre compte, j'ai dépensé plus d'1 million pour voir mon enfant rester debout. C'est à cause des saletés là. Et actuellement, il est malade parce qu'il a un problème respiratoire. Actuellement, il est sous traitement. Qui nous vient en aide? Face à cette situation, les riverains de cette carrière lancent un cri de cœur aux autorités compétentes. Chaque matin, quand je sors, je prends la vidéo, les images, j'envoie aux responsables de la mairie pour qu'ils viennent voir dans quel état est l'endroit. Ils nous disent ça va venir, ça va venir, ça va venir. À chaque fois quand nous on regarde la télé et qu'on voit que les habitants de Lazare, on les a débarrassés de ces déchets-là et que chez nous on les amène. On dit nous à quand? Pour nous là c'est pour quand? On a besoin seulement du nettoyage. Alors, si la ville de Niamey et les locataires de l'hôtel de ville ont failli dans cette affaire de la carrière de Koubia, l'on est en droit de se demander s'il n'existe pas une institution ou un service compétent pour prendre en charge ce problème afin de le résorber, car c'est aussi un autre aspect de la modernisation des villes. Une situation en tout cas difficile, surtout en ce mois béni de Ramadan. Depuis janvier, des milliers de migrants ouest-africains sont bloqués à Assamaka, non loin de la frontière algérienne. Ces migrants sont dans une situation difficile. Les autorités nigériennes, l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, et plusieurs autres organisations humanitaires sont à pied d'œuvre pour leur porter assistance. C'est du moins ce qui ressort du rapport de l'OIM que nous résume ici Nafissa Zakou. Situation des migrants ouest-africains dans le nord du Niger. Les migrants africains ressortissants de plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest vivent des situations difficiles à Asmaka vers la frontière nigéro-algérienne. En tout cas, ces aventuriers sont dans l'urgence humanitaire car ils ont besoin d'assistance alimentaire pour survivre. Selon les autorités régionales d'Agadez, depuis le début de l'année, plus de 5 000 migrants en situation de vulnérabilité composés d'hommes, de femmes, d'enfants, de personnes âgées sont arrivés à Asmaka, un village situé à 15 km de la frontière algérienne dans la région d'Agadez. Les migrants sont essentiellement originaires de l'Afrique subsaharienne
avec plus de 90% de ressortissants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Si le phénomène n'est pas nouveau, il a toutefois pris une plus grande ampleur durant les premiers mois de l'année 2023. Le nombre de migrants bloqués au Niger demandant l'assistance de l'Organisation internationale pour les migrants OIM a augmenté de 35% en 2022, année durant laquelle plus de 17 000 migrants ont été assistés par l'OIM par rapport à 2021 et continue d'augmenter en 2023. Cette année, entre janvier et mars 2023, quelques 2153 migrants ont déjà été assistés dans les centres de transit et 1959 ont bénéficié d'une aide au retour volontaire. La situation humanitaire née de ces vagues d'arrivée de migrants est extrêmement préoccupante. Toutefois, ces personnes ont un besoin urgent en eau, abri, nourriture, soutien médical et psychosocial et sont livrées à elles-mêmes dans le désert du Sahara. Le centre de transit de l'OIM dans cette localité accueille actuellement environ 1500 migrants pour des capacités d'accueil de 1000 places seulement, en donnant la priorité aux migrants ayant des besoins spécifiques liés à leur âge, à leur sexe, à leurs conditions médicales et mentales et à d'autres facteurs de risque, ainsi qu'aux personnes ayant subi des violations de leurs droits. L'OIM indique que 3600 migrants sont actuellement hors du centre sans assistance. Ces afflux de personnes se répercutent à Arlit et à Agadez. Par manque d'assistance et d'espoir, certains ont trouvé les moyens de continuer vers cette ville distante d'Asmaka de 212 km. Ces derniers viennent s'ajouter à d'autres migrants arrivés à Arlit via d'autres points d'accès comme Tchibarkaten et Zander, en passant par Agadez à la recherche du travail ou de protection internationale. Les autorités régionales autour du groupe de travail sur les migrants s'organisent en vue de trouver rapidement des solutions pour désengorger les centres de transit des migrants d'Asmaka, Arlit, Dirkou et Agadez. L'OIM est actuellement en train de finaliser un plan d'action holistique en partenariat avec les autorités nigériennes pour orienter l'aide d'urgence, guider l'ensemble des partenaires vers les manques et besoins cruciaux, tout en gardant une vision stratégique à plus long terme de la gestion de cette crise migratoire multifacteur afin d'éviter la cristallisation de la situation d'urgence et de proposer une réponse pérenne basée sur les droits et inscrite dans la durée, précise le rapport conjoint de l'OIM sur la situation des migrants bloqués à Asmaka entre mars et avril 2023. Revenons à Niamey pour parler de la rencontre ce matin à l'hôtel Ténéré de Niamey entre les parties prenantes sur le niveau d'avancement des activités du Yes Pact Niger, une initiative de A7 mise en œuvre ici au Niger par le cabinet d'études et de recherche CERISA. Les détails sont avec Nafissatou Yahya et Sadoudou. Initiée par le cabinet d'études et de recherche en industrie, sciences de l'environnement, eau, énergie et social CERIS, la présente rencontre entre les parties prenantes du Yes Pact Niger vise à faire l'état des lieux de leur activité au Niger. Aujourd'hui, nous sommes là pour faire un rappel sur le niveau d'avancement de cette même étude dénommée Emploi, compétences et jeunesse, afin d'offrir une main-d'œuvre de qualité dans le monde du travail, mais également à influencer les décideurs dans la prise de décisions. Donc cette étude, qui est un mécanisme permettant au gouvernement et aux décideurs locaux d'obtenir des informations et le soutien des parties prenantes clés, telles que le secteur privé et la société civile, sans oublier aussi le patronat, les entrepreneurs,
pour concevoir et mettre en œuvre des politiques innovantes liées à la transformation économique. Le chapitre sur l'emploi, ce chapitre est ancré par le Centre africain de transformation économique, dénommé ACET, basé au Ghana, en collaboration avec le cabinet d'études et de recherche en industrie, sciences de l'environnement, eau, énergie et sociale, qui est basé au Niger. Entre autres objectifs du YES-PACT Niger, adapter les programmes de formation aux besoins du marché de l'emploi. C'est pourquoi le secrétaire général du ministère de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des Jeunes a salué cette action en faveur de l'employabilité des jeunes. Comme vous le savez, l'industrie que nous sommes en train de vouloir promouvoir ici, c'est celle qui intègre d'abord l'emploi jeune. Une des principales dimensions, c'est l'emploi jeune. Et nous avons une activité avec Young Connect. On est en train de sélectionner maintenant, le comité scientifique est en train de sélectionner les projets qui vont être primés. Nous avons eu une réunion récemment avec Madame la ministre pour essayer de faire en sorte que les projets des jeunes intègrent les filières agricoles ou agropastorales qui permettent de pérenniser et de développer leur projet et faire en sorte qu'ils soient capables d'employer d'autres jeunes. Parce que on sait aujourd'hui ce que l'administration, les capacités de recrutement de l'administration sont limitées. Notre privé, on sait dans quel état il est. Donc nous voulons étoffer, n'est-ce pas? Donc justement ce secteur privé, développer cette relation publique-privée pour promouvoir l'emploi des jeunes. Lancé au Niger le 19 septembre 2022, le YES-PACT intervient dans 6 pays, à savoir la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, le Ghana, l'Ouganda, le Rwanda et le Niger. Le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir demain mercredi 12 avril 2023. Entre autres sujets à l'ordre du jour, la situation au Mali. Au sortir de cette rencontre, à quoi pourrait-on s'attendre? Réponse avec Francis Laloupo. Il est journaliste essayiste, enseignant en géopolitique. Il répond aux questions de Hassan Saleh Mustafa depuis Paris. Évidemment, tous les regards sont tournés vers les autorités de Bamako, notamment vers le ministère des Affaires étrangères, qui promet depuis plusieurs mois apporter les preuves d'une complicité, d'une forme de connivence entre la France et les groupes terroristes. Évidemment, la question est de savoir si les Bamako seront en mesure d'apporter ces preuves, parce qu'il s'agit quand même d'accusations extrêmement graves, et toute la question est de savoir sur quels éléments concrets reposent ces accusations. Alors, il ne faut pas évidemment s'attendre à ce qu'il y ait une forme, je dirais, de réconciliation entre Bamako et Paris à l'occasion de ce Conseil de sécurité. Je pense qu'il y aura surtout beaucoup de discours, beaucoup de d'armes. Mais la question, je veux dire, qui se pose, je veux dire, en toile de fond par rapport à cette situation, c'est de savoir finalement si la recomposition, je dirais, comment dire, la remise en question des accords de partenariat entre la France et le Mali ont permis en fait au Mali de reprendre, comment dire, d'avoir une maîtrise beaucoup plus grande, je dirais, de la gestion de la question sécuritaire. Et puis surtout, une question qui restera aussi en toile de fond, c'est savoir quels sont les termes, je dirais, du partenariat, les véritables termes de partenariat entre la Russie et le Mali, puisque le Mali continue, enfin les autorités du Mali continuent d'affirmer que les membres du groupe Wagner qui sont aujourd'hui présents au Mali sont des instructeurs militaires. Or, tous les éléments, je dirais, d'enquête nous ont montré que ces éléments russes du groupe Wagner sont fortement impliqués dans la gestion de la question sécuritaire au Mali, avec évidemment un certain nombre de sujets qui sont des sujets extrêmement délicats pour les autorités, puisque je parle notamment de toutes les plaintes aujourd'hui qui sont formulées en ce qui concerne les exactions qui sont commises à l'encontre des populations civiles dans ce pays. Donc, je crois que c'est peut-être aussi l'occasion pour le Mali, je dirais, de clarifier sa position sur un certain nombre de points, et peut-être de revenir, je dirais, à une approche plus politique de la situation et sortir, je dirais, de certains discours
je dirais, qui emprunte davantage, je dirais, une forme de populisme à un véritable projet politique. Et surtout, c'est l'occasion peut-être pour le Mali aussi d'affirmer, enfin pour le Mali, pour les autorités du Mali, d'affirmer aussi, je dirais, de repréciser le calendrier qui concerne la transition, puisque aujourd'hui les soupçons sont quand même de plus en plus importants sur la durée de cette transition, sur les perspectives des autorités du Mali en ce qui concerne, je dirais, la fin de cette transition. Il faut surtout espérer que cela ne débouche pas simplement, je dirais, sur des déclarations, comment dire, hostiles et intempestives. Les Maliens méritent aujourd'hui à la fois de la clarification, de la transparence dans les discours politiques et surtout d'avoir une vision absolument claire et précise de la direction politique que les autorités de leur pays comptent imprimer à leur action et surtout proposer, je dirais, à l'ensemble du peuple malien. Nous en venons à la rubrique Ramadan de la télévision Labari, rubrique qui s'intéresse ce soir à la troisième et dernière décade du mois béni de Ramadan. Une décade qui est la plus importante de ce mois, dira Cheikh Ben Salah, que je vous invite à suivre. La troisième décade du mois béni de Ramadan, Man qama laylat al-qadr imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que par le jeûne, tous nos péchés vont partir, par les prières nocturnes, tous nos péchés vont partir, mais en nuit, non seulement tous nos péchés vont partir, mais une autre récompense qui est là, laquelle? Un jour, par rapport à Laylat al-Qadr, qui est à rechercher dans les nuits impaires de la dernière décade du mois béni de Ramadan, un jour, disais-je, on vient annoncer au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'un homme de Bani Israël, c'est-à-dire parmi les descendants de Yaqub alayhi salam, a passé 1000 mois de sa vie, pendant lesquels les journées, il est à jeun, ou sur le terrain du djihad, le sabre au clair, tuant et prêt à se faire tuer pour faire plaisir à Allah. Les nuits, il est en prière, en réflexion, en prosternation, en pleurs, pour s'élever vers le sublime, Allah subhanahu wa ta'ala. Alors les compagnons émerveillés vont demander au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, qui pourrait en faire autant dans ta communauté? Parce que mathématiquement et arithmétiquement, 1000 mois c'est 83 ans et 4 mois. Le messager n'avait pas la réponse tout de suite. Et c'est pas lui qui fabrique le Coran, qui produit le Coran, qui est l'auteur du Coran. Non, 3 fois non. La réponse va tomber du ciel. Au-delà de ces cieux, Allah va s'adresser à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et à travers lui à l'humanité tout entière. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khayrun min alfi shahr. Nous, pluriel de la sainteté divine, c'est Allah qui parle. Nous l'avons certes révélé ce Coran pendant la nuit du Qadr. Qui pourra te dire, ya Muhammad, ce qu'est Laylat al-Qadr, ce que vaut Laylat al-Qadr? Allah va trancher. Laylat al-Qadri khayrun min alfi shahr. La seule nuit de Qadr, en termes de récompense, selon la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, vaut mieux que ces 1000 mois que cet homme de Béni Israël a passé les nuits en prière et les jours à jeun sur le terrain du djihad, que ces 1000 mois que cet homme de Béni Israël a consacré exclusivement au culte du Très-Haut. Terminons ce journal avec du sport. La Coupe nationale de football de notre pays, c'est dans quelques semaines. Et pour le tour préliminaire, donc le tirage au sort des clubs en compétition y afférent vient de se dérouler ce mardi matin à la Fédération nigérienne de football. Voyons l'ambiance qui a prévalu ainsi que les résultats de ce tirage au sort avec Ismaël Momouni et Aboubakar Souley. 36 clubs en liste pour la conquête de la Coupe nationale. Pour le tour préliminaire, la Fédération nigérienne de football FENIFOOT a procédé au tirage au sort. Mais avant cet exercice, un membre de cette fédération a peinté le décor de cette compétition. Le club de la Ligue nationale, ça nous fera 36 équipes pour le tour préliminaire.
Les 14 clubs de la Super League sont exemptés du tour préliminaire. Donc, au sortir des 18 rencontres, il y aura 18 qualifiés, plus les 14 de la Super League, ça fait 32. Et à partir de ces 32, nous allons commencer les 16e de finale, les 8e de finale, les quarts de finale, les demi-finales, aller-retour et la finale elle-même. C'est de la transparence que le tirage s'est déroulé en présence des journalistes, mais également des représentants des clubs. Après le tirage, la FENIFOOT a adressé bonne chance au club tout en privilégiant le fair play. La compétition démarrera à partir du 27 au 30 avril. Et pour information, aussitôt pour les autres clubs de la Super League et de ceux qui seront qualifiés pour les 16e de finale, automatiquement, nous espérons que dès la semaine qui va suivre la fin du tour préliminaire, les 16e de finale et les quarts de finale vont démarrer. Sur ce, nous souhaitons bonne chance à tous. Et nous saisissons l'occasion aussi pour demander au club d'être vraiment fair play. Ainsi, du 27 au 30 avril prochain, les 36 clubs vont s'affronter dans les différentes régions du pays pour les préliminaires de la plus grande compétition footballistique au Niger. C'est la fin de ce journal qui vous sera rediffusé tout à l'heure à 22h45, demain à 7h15, puis à 12h45. Vous suivrez d'autres informations sur la télévision Labari. Moi, je vous reviens jeudi à 19h45 pour une nouvelle édition d'information. Bonne soirée et Ramadan. Prenez bien soin de vous et à bientôt, Inch'Allah.